le sujet qui m'a été demandé de traiter, c'est de savoir si la concurrence sert toujours les intérêts du consommateur. Alors, c'est une question relativement universelle, mais qui, dans le contexte législatif français actuel, prend une connotation particulière avec la discussion ces jours-ci au Sénat de la loi Macron. Donc la loi sur l'activité, la modernisation et l'emploi, si mes souvenirs sont bons, qui est une loi qui représente 3 titres, une centaine d'articles, et qui traite de problèmes très différents, comme la représentation du personnel, les tribunaux de prud'homme, les tribunaux de commerce, le permis de conduire, la privatisation de l'aéroport de Lille, une joint venture de l'armement terrestre entre la France et l'Allemagne, mais aussi la réforme de la profession de notaire, des dispositifs sur la grande distribution, ainsi de suite. C'est-à-dire une grosse loi fourre-tout, je suis filmé, je ne peux pas dire ça, donc une grande loi d'ensemble qui, par certains égards, a quand même une cohérence certaine, je tiens compte maintenant que je suis filmé, c'est le fait d'être une loi de libéralisation. Alors je ne parlerai pas de la loi Macron, c'est à peu près une demi-heure de discours par article, il y en a une centaine, donc on pourrait sortir à peu près demain, mais je parlerai en général des liens entre la concurrence et le consommateur, en essayant de temps à autre de faire des retours, surtout la dernière partie, sur la loi Macron. Alors, je structurerai ma présentation en 5 parties. C'est la preuve que je ne suis pas juriste, il n'y a pas de partie avec de sous-parties. Tout d'abord, mon introduction, ben, ça sera de dire que pour un économiste, c'est-à-dire pour un économiste standard, eh bien, la concurrence est toujours au profit du consommateur. En gros, un économiste standard ne se pose pas la question. La réponse va dessous. Et j'expliquerai pourquoi. Ensuite, j'enlèverai ma casquette, je devrais dire mon casque lourd d'économiste, pour prendre celle, entre guillemets, de l'historien, avec une grande modestie, et de dire que le fait que la politique de concurrence serve les intérêts des consommateurs et serve les intérêts de l'économie dans son ensemble, je ne dirais pas que c'est une découverte récente, mais c'est quelque chose qui a été admis très tard et qui est admis à titre très précaire. Au point de vue politique, ce ne sont jamais des politiques qui ont fait l'unanimité. Puis, je vous donnerai très rapidement 3 arguments économiques, a priori imparables, mais coutumés dans les sciences sociales, ils sont discutables, pour dire qu'on peut considérer qu'une ouverture à la concurrence, qu'une libéralisation, qu'une intensification de la concurrence sont toujours favorables. Je montrerai cependant qu'il peut y avoir des effets adverses, des effets non désirés, qui vont faire que lorsque la concurrence est renforcée, eh bien, l'effet de baisse des prix n'est pas si évident que ça. Où on peut avoir des effets adverses sur la qualité des biens et des services. Et enfin, je terminerai sur notre fameuse loi Macron, ou certains dispositifs intégrés à la loi Macron. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la fin. Pourquoi la question ne se pose pas? En effet, pour les économistes, eh bien c'est simple. Ce qui fait l'objectif d'une politique de concurrence moderne, on parle d'approche moderne de la concurrence, d'approche par les effets, eh bien c'est que tout simplement on a un seul et unique critère qui est l'effet sur le bien-être du consommateur. En d'autres termes, le seul critère de décision dans un contentieux concurrentiel, c'est l'effet sur le consommateur. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'une pratique est considérée comme licite ou illicite? Bien, ce qu'on va considérer son effet net sur le bien-être du consommateur. Je prends un exemple. On a 2 moteurs de recherche en concurrence, Google et Lycos. Plus les consommateurs vont vers le moteur de recherche Google, plus les résultats de recherche obtenus sont fiables. C'est le nombre de requêtes qui fait la qualité de l'algorithme. Donc le fait que Lycos n'est que 0,001% du marché n'induit pas un dommage pour le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur gagne à la position dominante. Il n'en demeure pas moins que d'une certaine façon, il y a un effet anticoncurrentiel qui demeure. Parce que si, se servant de cette position dominante, Google acquiert des informations sur les consommateurs, ou s'en sert
pour proposer d'autres services, il devient définitivement marginalisé. C'est purement fictif. C'est concurrent, tout à fait, hein, c'est un exemple purement fictif. Donc, moralité, il y a un gain net pour le consommateur qui doit être mis en regard au dommage à la concurrence. Et qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite? C'est simplement la licéité, c'est le cas où le gain net pour le consommateur dépasse le dommage à la concurrence. Le problème, quand on dit ça, c'est que lorsqu'une firme acquiert le pouvoir de marché, elle acquiert le pouvoir d'augmenter ses prix. Et ce, sans compter les réactions des consommateurs. Lorsque j'ai un pouvoir de monopole, je peux imposer un prix de monopole. Donc, ce n'est pas parce que l'entreprise peut compenser le consommateur par des services additionnels qu'elle va le faire effectivement. Et ça, c'est le problème de ce critère économique en politique de concurrence, c'est qu'on est dans un critère de compensation hypothétique ou de compensation potentielle. La firme dominante pourrait indemniser, d'une certaine façon, les consommateurs. Elle pourrait. Ça ne dit pas qu'elle le fera. Donc vous voyez que d'une certaine façon, on glisse, ce faisant, de critère qui est le critère de la maximisation du bien-être du consommateur, un critère qui est la maximisation du bien-être total. Le bien-être total, ben, c'est celui de la firme plus celui du consommateur. Et là, quand on fait ça, ben, on évacue complètement toute notion de distribution du bien-être, de distribution de surplus, si je parle en termes économiques, entre les consommateurs et les firmes. En gros, on considère que la question de la distribution du pouvoir économique ou de la rente n'a aucune importance. Et économiquement, bien évidemment, c'est tout à fait connoté, d'une certaine façon, c'est l'approche dite de l'école de Chicago, qui va considérer que les questions de répartition n'ont pas d'impact sur l'efficacité économique. Donc tout ça pour vous dire que d'une certaine façon, on est sur une vision très précise de l'économie. En gros, ce qui compte, c'est l'efficacité totale, quelles que soient les conséquences sur la répartition qui sont supposées ne pas jouer sur l'efficacité. C'est-à-dire, on est, si je prends la littérature actuelle sur de l'anti-Piketty. C'est un peu l'anti-capital au XXIe siècle. Et ce faisant, on oublie un certain nombre de critères qui peuvent être aussi sur des politiques de concurrence. Par exemple, préserver l'accès au marché des firmes. Si j'ai une position dominante, je peux ériger des barrières à l'entrée, empêcher les concurrents d'entrer sur le marché. Ça peut être prévenir les transferts de bien-être indus entre les agents. Le but d'une politique de concurrence, c'est que les firmes qui sont dotées d'un pouvoir de marché n'en abusent pas pour mettre des prix excessifs. Et donc, récupérer une partie de la rente des consommateurs. Ou ça peut être tout simplement prévenir les risques de régulation du marché par les firmes elles-mêmes. On parlait tout à l'heure de Google aux États-Unis. Il y a un débat qui est le suivant. Est-ce qu'on doit réguler Google comme un service public? Est-ce que les capacités de constitution des marchés et de réglementation des marchés qu'a une firme comme Google ne supposent pas un encadrement public? Parce que qui a une puissance économique sur le marché peut déterminer les termes des contrats, les types de clauses, les tarifs, et ainsi de suite. Et donc on arrive d'une certaine façon à des caractéristiques de service public. Et donc tous ces éléments, d'une certaine façon, ne sont pas pris en compte dans une approche qui fait de la politique de concurrence une politique publique qui ne suit qu'un seul objectif, celui de la maximisation du bien-être du consommateur. Alors, historiquement, est-ce que ça a toujours été comme ça? Et est-ce que ça paraît tout à fait évident? Et malheureusement, pas tant que ça. Et, si c'est le cas, ça a été de façon très récente et très précaire. En effet, les règles de concurrence sont apparues aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Le Sherman Act, c'est 1890. On sanctionne deux types de pratiques. Les conspirations contre le commerce entre États. Les conspirations contre le commerce entre États, c'est tout simplement ce qu'on appelait à l'époque les trusts. Le Standard Oil, et ainsi de suite. Le trust, c'était quoi? C'était, alors juridiquement c'est amusant, c'était une vieille disposition qui existait du temps des croisades, qui permettait à quelqu'un qui partait
de se dessaisir de ces droits de propriété et de les confier à un tiers, à charge de les faire fructifier et de les récupérer à terme. Donc le fruit du droit et la récupération du droit à terme. Comment on utilisait les trusts aux États-Unis à la fin du XIXe siècle? Eh bien, on n'avait pas besoin d'acheter des actions d'une autre compagnie, on se les voyait confier. On vous confiait les actions d'une autre société, les droits de vote, et ce qui vous permettait d'avoir une position, entre guillemets, de monopole sur le marché sans devoir acheter vos concurrents. Et donc, bien évidemment, si vous rachetez 100% des producteurs de pétrole, 100% des lignes de chemin de fer, eh bien, vous pouvez mettre les prix où vous voulez. Et donc, le Sherman Act visait à interdire et à sanctionner ce type d'arrangement. Le second type de pratique qui était sanctionnée par le Sherman Act, c'était la monopolisation. C'était le fait par une entreprise d'accéder à une situation de monopole sur une autre base que celle des mérites. En gros, si vous êtes en situation de monopole parce que vous êtes le meilleur, parce que vous êtes le premier arrivé, par accident ou par chance, on ne peut pas vous le reprocher. Par contre, si vous accédez à une situation de monopole en excluant vos concurrents du marché, en érigeant des barrières à l'entrée, et ainsi de suite, là, vous pouvez être sanctionné. Donc ça arrive aux États-Unis dès les années 1890. Et, on va voir dans quelques instants, c'est très mal accepté. Pourquoi? Parce qu'on montre que paradoxalement, dans les secteurs où il y a du trust, où les firmes s'arrangent entre elles, et puis il y a des prix baissent plus que dans les autres domaines. En gros, il y a le problème, au point de vue économique à ce moment-là, de se dire, est-ce que si on permet une sorte de concentration entre les entreprises, est-ce que ça ne va pas en faveur de l'efficacité économique? Donc, aux États-Unis, à partir des années 1890, ça existe, mais on n'est pas certain de l'effet, mais vraiment pas. En Europe, c'est simple, rien n'existe. Pendant toute la période avant la guerre de 1914, et on a deux décisions, je vous les donne parce qu'elles sont toujours amusantes. Une décision allemande, alors je crois que c'est 1897, si mes souvenirs sont bons, de la Cour suprême allemande, qui est de dire est-ce qu'il faut tolérer ou pas les cartels. Alors l'idée qui est derrière, c'est un cartel, ça fait monter les prix au détriment des consommateurs, bien évidemment, mais est-ce que c'est nuisible ou pas? La Cour suprême allemande répond on ne sait pas si c'est nuisible, mais on va le tolérer parce que ça correspond à la liberté contractuelle des entreprises. En gros, la liberté de contracter l'emporte sur la prise en compte de l'effet économique. D'où la tendance de l'économie allemande d'être très cartélisée de 1914 à bien plus tard. Autre arrêt qui est assez amusant, c'est un arrêt de la Chambre des Lords en Angleterre, à peu près à la même période, c'est l'arrêt Mogul. Alors Mogul Steamship, une histoire de bateau à vapeur entre les Indes et le Royaume-Uni. En gros, deux firmes concurrentes et une qui casse les prix, c'est-à-dire qui vend, pour ainsi dire, à perte. Donc l'entreprise qui ne va pas à perte fait faillite, est sortie du marché vu que ses tarifs sont supérieurs, et s'ensuit un contentieux qui arrive jusqu'à la Chambre des Lords. Et quel est l'argument de la firme plaignante? C'est de dire je suis exclu du marché sur une autre base que celle de mérite, et donc lorsque je serai complètement évincé, la firme qui sera en monopole pourra augmenter ses prix jusqu'au niveau où elle le souhaite. Donc ça sera au détriment des consommateurs. Que décide la Chambre des Lords? Et là c'est assez amusant, c'est de dire non, on ne va pas sanctionner la firme qui ferme à perte. Pourquoi? Parce qu'à court terme, le concurrent, enfin le consommateur, excusez, il gagne. Ça fait son avantage. Si demain Carrefour vend l'essence à perte, en tant que consommateur, on dirait presque, tant mieux qu'il continue le plus longtemps. Mais attention, s'il n'y a qu'un seul vendeur d'essence, qu'il s'agit de Carrefour, Carrefour pourra après, à nouveau, augmenter ses prix. Quel est le pari de la Chambre des Lords? C'est de dire non, d'autres compagnies rentreront. Parce que lorsque l'entreprise remontera ses prix ex post, enfin bien qu'elle éponge ses pertes, eh bien, il y aura l'espace pour que de nouvelles entreprises rentrent. Donc, à court terme, le consommateur sera gagnant, et à long terme, il ne pourra pas être perdant, parce qu'il y aura d'autres entreprises qui rentreront sur le marché. Et donc, vous voyez que le deuxième type de pratique anticoncurrentielle, l'abus de position dominante, à ce compte-là, n'était pas sanctionnable.
Parce qu'on se disait, de toute façon, le marché corrigera ça. Et c'est une idée qui reste. Hein. C'est-à-dire, d'une certaine façon, peu importe qu'il y ait 1, 2, 3, 4 ou 5 offreurs sur un marché, le seul fait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée fait que même si une firme est en situation de monopole, si elle augmente ses prix, d'autres firmes vont pouvoir entrer et corriger ça. Et donc, en Europe, avant la guerre de 14, on en était à peu près. Strictement rien en France. Aucune législation concurrentielle. C'était pas dans la tradition, j'allais dire, maison. Une petite variation en Allemagne, en 23, dans la République de Weimar. L'idée, c'est de dire, d'une certaine façon, pour que l'économie allemande fonctionne normalement, qu'il n'y ait pas une concentration du pouvoir économique qui se nuit à une concentration du pouvoir politique, mais il va falloir déconcentrer l'économie. Et donc, en 23, il y a une loi sur la concurrence sous la République de Weimar. Bon, inutile de s'appesantir dessus, elle n'a jamais pu être appliquée. Il y a eu des résistances qui ont été très fortes, qui ont empêché la bonne application de cette loi. Donc, en Europe, il faut attendre 1957, avec le traité de Rome, pour qu'il y ait une législation de la concurrence qui se fasse, mais sur la base de 2 petits articles du traité de Rome très vagues. C'est-à-dire l'actuel 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et un cas on interdit les ententes anticoncurrentielles, un cas on sanctionne les abus de position dominante, mais ça tient à quelques petites lignes. Et c'est simplement l'activisme de la Commission européenne et celui de la Cour de justice qui vont faire, d'une certaine façon, le droit de la concurrence européen actuel. Donc ce droit, soi-disant dogmatique, soi-disant impérialiste, ainsi de suite, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. C'est-à-dire c'est l'argument de la concurrence libre et non faussée. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que jusqu'à la fin des années 90, je ne sais pas si je l'ai marqué, pas sur le slide, mais sur le petit texte, jusqu'à la fin des années 90, il y a eu une forte tolérance pour les ententes au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il a fallu presque 40 ans pour que le traité de Rome soit vraiment transposé dans tous les droits nationaux. Donc c'est venu très rapidement, et à chaque crise, on a des retours en arrière. Je vous ai cité 2 cas, un cas américain et un cas européen. Très vite, le cas américain, c'est le cas des années 30. Les années 30, la crise de 29, c'est simple, on a des prix qui baissent. Donc un épisode de déflation. Si on est en phase de déflation, fatalement, les investissements ne peuvent pas être amortis, la dette ne peut pas être remboursée. Donc quelle est l'idée? C'est de dire, d'une certaine façon, plus on va encourager la concurrence, plus les prix vont baisser, plus la crise va s'approfondir. Donc comment répondre à la crise? Il faut empêcher que les prix baissent. Donc que fait Roosevelt au début du New Deal? C'est qu'il passe une loi qui s'appelle le NIRA, National Industrial Recovery Act, donc loi du redressement, je vais dire redressement productif, avec du redressement industriel, voilà. Donc une loi sur le redressement industriel qui va permettre aux entreprises de s'entendre sur les prix. Si on s'entend sur les prix, on peut s'entendre sur les investissements, on peut s'entendre sur l'emploi, et donc, d'une certaine façon, l'économie sortira de l'ornière. La prédiction de Smith, c'est un TCS de la richesse des nations, qui disait que lorsque des professionnels discutent entre eux, c'est rarement dans le sens des intérêts des clients. Bien évidemment, ça se vérifie, les prix montent, les salaires baissent, et l'emploi baisse. De certaine façon, si on ne se fait plus concurrence, on ne se fait plus non plus concurrence sur les conditions salariales, quitte à faire. Et on s'arrange aussi sur les coûts. Moralité, qu'est-ce qui se passe en 1937 aux États-Unis? On a de l'inflation et on a du chômage de masse. Donc, que font les Américains? Ils laissent tomber le NIRA. En tout cas, la Cour suprême avait fait le plaisir d'invalider le NIRA. Donc, c'était même pas une reculade politique, c'était dicté par les nécessités, hein, comme toujours en politique, ce qui permet au contraire de renforcer la lutte antitrust, qui, elle, d'une certaine façon, fait baisser les prix et donc bénéficie aux consommateurs. Donc vous voyez, attention, niveau européen, c'est la même chose. Quand on prend la crise de 2008, on peut nous expliquer de temps à autre que si la crise est forte, c'est que tout simplement la politique de concurrence empêche de faire une politique industrielle. Si la crise a été forte, c'est aussi que la libéralisation, je pense aux activités bancaires et boursières, accroît la concurrence entre les firmes, les pousse à la prise de risque et donc, d'une certaine façon, crée les conditions de la crise. Donc on a eu ce premier discours en disant, mais vous voyez,
la politique de concurrence est responsable de la crise. On a eu un autre discours qui était beaucoup plus efficace, entre guillemets, si je me mets à la place des firmes. C'est de dire, de temps à autre, c'est vrai, on s'arrange avec nos concurrents, mais on vise pas mal, on vise les intérêts du consommateur. C'est ce qu'on appelle un cartel de crise. D'une certaine façon, on s'arrange histoire de limiter les conséquences de la crise. Et donc, on veut une plus grande tolérance à cette période-là. Ou alors on va dire, écoutez, vous considérez qu'on a fait une pratique anticoncurrentielle, peut-être, sait-on jamais, mais par contre, si vous nous sanctionnez, nous risquons de faire faillite. Donc, d'une certaine façon, sanctionner une firme qui fait une pratique anticoncurrentielle crée un mal, conduit à un remède bien pire que le mal. Donc on a tout un argument de dire, ben, vous voyez, appliquer le droit à la concurrence nuit au consommateur. À côté de ça, je reprends d'une certaine façon mon fonds de commerce d'économiste, je pourrais dire que la concurrence est toujours favorable au consommateur. Je vais prendre 3 arguments simplement. Premier argument, s'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il y a un pouvoir de marché. Au profit du producteur, au détriment du consommateur. Chaque fois que j'achète, je ne sais pas, une baguette de pain à 1 €, je pourrais peut-être aller jusqu'à 1,20 €, 1,30 €. Eh bien, s'il y a un pouvoir de marché, c'est ce qui permet au producteur de me faire payer systématiquement ma baguette de pain 1,30 €. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui n'ai pas de pouvoir de marché, eh bien, je subventionne celui qui en a. Donc c'est un transfert de ressources, j'allais dire, des faibles au fort. Donc il y a un effet contre-redistributif du pouvoir de marché. De la même façon, imaginez si ma baguette de pain arrive à 1,30 €, 1,50 €, ainsi de suite, ben, il se peut qu'il y ait des gens qui soient exclus du marché de la consommation du pain. Donc ça veut dire que si les prix à l'équilibre sont plus élevés, les quantités échangées seront plus faibles. Il y aurait des transactions qui pourraient se faire avec un équilibre de concurrence pure et parfaite qui ne vont plus se faire. Donc économiquement, il y a une perte sèche. Après, il y a un autre élément, c'est la perte des incitations, l'efficacité dynamique. Vous savez, quand on a une affaire de cartel, je pense notamment récemment à l'histoire du cartel des lessives, qui a été démantelé par l'autorité de concurrence, qui a donné lieu à des amendes de 300 à 400 millions. C'était au mois de décembre. Lorsque les lessiviers s'entendent entre eux, ce n'est pas pour augmenter drastiquement le prix de la lessive. Ça se verrait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils le font pour résister, dans le cadre de négociations, avec les centrales d'achat, pour faire une sorte de front commun. Quel est leur intérêt? C'est pas que les prix soient très hauts, c'est le fait que les prix soient très stables dans le temps. Les entreprises cherchent de la visibilité, de la stabilité à des prix. Donc, d'une certaine façon, une entente, c'est pas la maximisation du profit brutal, c'est au contraire une visibilité, une prévisibilité du profit. Il y avait un prix Nobel d'économie il y a déjà quelques longues années, John Hicks, qui lors d'une conférence à 35, donc avant son prix Nobel, avait dit que le plus grand profit du monopole, c'était pas le surprofit, c'était la quiet life, la vie tranquille, la vie paisible, le fait de savoir qu'il ne va rien se passer. Il ne se passe strictement rien parce qu'on s'arrange avec les concurrents. Mais quelle est la conséquence de cette quiet life, d'une certaine façon, pour les industriels? C'est l'incapacité à prendre des risques, l'incapacité à innover. Et donc, au point de vue collectif, ça fait une perte inexorable pour les consommateurs. D'un autre côté, ça leur permet de planifier des investissements, mais, par exemple. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, le problème de la concurrence, on va dire, c'est la position que je prenais, de dire, si on a une visibilité sur les investissements des autres et sur les prix, d'une certaine façon, on va limiter ces investissements parce qu'on est tranquille. On pourrait dire, comme vous le dites, au contraire, si j'ai une visibilité sur mes investissements, j'aurai plus de facilité à prendre des risques parce que je sais que je n'en prends pas. Voilà. Et donc il y a toujours cette idée, est-ce qu'il faut avoir des prix de concurrence donc, très volatiles pour vous pousser à investir, ou est-ce qu'au contraire, moins il y a de concurrence, plus les prix sont rigides, et plus on peut aisément investir.
Mais de ces points de vue-là, est-ce qu'on peut constater des différences d'approche entre, là c'est peut-être plus des questions sociologiques, j'en sais rien, mais entre par exemple les États-Unis et l'Europe? Alors, ou est-ce que... au point de vue théorique, non. À l'heure actuelle, on est vraiment sur la même, comment dire, sur la même vision des choses, surtout lorsqu'il s'agit d'entente. Au niveau des abus de position dominante, les choses sont différentes. Entente, je m'entends avec les concurrents. Abus de position dominante, tout seul, j'ai une position de monopole, et entre guillemets, j'en profite pour évincer mes concurrents, pour augmenter mes prix, ainsi de suite. Pour les ententes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a une sorte de consensus. L'entente est considérée comme négative pour le consommateur et pour l'économie. Pourquoi? Parce qu'en économie ouverte, d'une certaine façon, l'entente ne va pas concerner tous les États. S'il y a une entente entre les industriels dans un État donné, et les concurrents étrangers, qui eux sont en concurrence, seront à terme plus efficaces. Donc on a ce consensus-là. Sur les abus de position dominante, c'est un peu différent. Parce que dans les abus de position dominante, je reprends l'expression américaine, il n'y a pas de smoking gun, de canon fumant. Il n'y a pas de preuve qu'on ait acquis une position dominante sur notre base pour ses mérites, et il y a rarement des preuves qu'on ait évincé ses concurrents du marché. Imaginez, je veux évincer mes concurrents du marché, je baisse mes prix, je peux dire, attendez, je suis en concurrence, je veux servir les intérêts de mes consommateurs. Comment faire la part des choses entre ceux qui procèdent d'un jeu normal de la concurrence, de ceux qui procèdent d'une stratégie de court terme, où je baisse d'abord mon prix, j'évince mon concurrent, et ensuite, je remonte mon prix. Et donc là, c'est là où il y a une différence très forte d'analyse entre les États-Unis et l'Europe. En Europe, on aura tendance à dire, attendez, quand Google aura renvoyé l'IQOS à la niche, d'une certaine façon, c'est-à-dire lorsque Google aura 100% du marché, eh bien sa position dominante sera irréversible. On ne pourra plus rien contre lui. Aux États-Unis, on a tendance au contraire de dire, attendez, il y a deux risques symétriques dans une décision. Le premier, c'est, je vais prendre une image, acquitter à tort un coupable. Le deuxième, c'est innocenter, enfin, oui, acquitter à tort un coupable ou condamner à tort un innocent. Condamner à tort un innocent, ça veut dire qu'on a une firme qui est plus efficace, qui arrive à baisser ses prix au profit du consommateur, et bien on va la sanctionner parce qu'elle a baissé ses prix. On sanctionne indûment l'entreprise, on sanctionne indûment aussi le consommateur. Et ça, c'est un dommage à l'économie irréversible. Prenons l'autre risque. Le risque de condamner à tort un innocent. Ben pour les Américains, c'est pas grave. Si une entreprise, je prends Google, a abusé de sa position dominante pour évincer ses concurrents, eh bien, elle aura gagné à court terme, mais si elle augmente ses prix, alors pas directement le moteur de recherche qui est gratuit, mais si jamais elle devient moins compétitive, eh bien, des concurrents vont rentrer sur le marché. Et donc le marché sera autorégulateur et corrigera de lui-même les conséquences de cette erreur. Donc en gros, c'est dire, ben, condamner à tort, ça bloque le processus de marché. Innocenter à tort, c'est moins grave, parce que le marché est autorégulateur. C'est la position américaine. En Europe, on va dire non, le marché n'est pas toujours autorégulateur. On est beaucoup moins fleur bleue. Comme le marché n'est pas toujours autorégulateur, mais la position dominante peut être irréversible. Et c'est ce qui justifie qu'on va sanctionner. Et vraiment, la position Europe-États-Unis, c'est vraiment sur cette notion de position dominante. Alors, je prends rapidement un exemple, il est assez frappant, et il peut apparaître comme polémique, mais il est toujours amusant à voir. C'est entre 2000 et 2008, il n'y a eu aucune poursuite aux États-Unis engagée par le gouvernement fédéral sur la base de la monopolisation, c'est-à-dire sur la base de l'abus de position dominante. Il y a eu un arrangement négocié avec Microsoft, ainsi de suite, mais pas de poursuite devant les tribunaux. En Europe, entre 2000 et 2008, on a eu un nombre incalculable de poursuites pour abus de position dominante. Donc, on peut faire une politique antitrust contre la position dominante sous l'administration républicaine aux États-Unis entre 2000 et 2008. Si on va sur les cartels, par contre, il y a une loi qui a été passée en 2004 aux États-Unis sur la criminalisation, enfin, l'accroissement de la criminalisation des cartels, qui a renforcé les peines de prison
contre les individus, les cadres des sociétés, qui se commettaient dans des accords de cartel. Donc d'une certaine façon, même au moment où aux États-Unis l'antitrust était moins appliqué, eh bien, sur les cartels, la sévérité était la plus forte. Donc avec toujours cette notion. En Europe, on n'a que des sanctions pécuniaires. Aux États-Unis, c'est sanctions pécuniaires plus incarcération, prison ferme. Donc c'est deux visions différentes. Alors passons maintenant je ne sais pas si je suis à peu près là-dedans. Oui. Pour les risques de la concurrence, donc, tel quel je vous dis, hein, la concurrence c'est très bien, pas de transfert de bien-être entre les producteurs et les consommateurs, pas de perte sèche pour l'économie, des incitations à l'efficacité qui restent, mais on peut avoir quelques problèmes. Première idée, est-ce qu'il était intéressant toujours, j'allais dire, que le meilleur gagne? Si l'entreprise A produit pour moins cher que l'entreprise B, est-ce qu'il faut enterrer l'entreprise B avec les honneurs et se dire on va rester plus cher? Encore une fois, hein, si on a une position maximaliste, oui. De toute façon, si A à la fin n'est pas très performante, il y a bien des entreprises qui vont venir l'évincer. Mais si on est un peu moins maximaliste, qu'est-ce qu'on peut dire? S'il n'y a qu'une seule entreprise, on a des offres qui sont de moins en moins, et pour cause, différenciées. On n'a qu'un seul offre. Donc on ne couvrira de moins en moins les besoins de tous les acheteurs, on couvrira les besoins de l'acheteur moyen. Et donc ça peut poser des problèmes lorsque les entreprises ont besoin de solutions techniques spécifiques. Dès lors qu'on a des niches sur le marché, si on a 36 firmes, la 34e ou la 35e aura intérêt de cibler une niche particulière sur laquelle elle aura un pouvoir de marché. Donc plus on va vers une réduction du nombre d'offreurs, et la concurrence paradoxalement conduit à ça, moins on sert des besoins différenciés des clients. Exemple caricatural, quand on est dans l'industrie des médias ou de la presse, c'est pas simplement un problème de bien-être, ça devient un problème de pluralisme des sources d'information. Donc ça peut poser, pour le consommateur pris au sens large, pour le coup, entre guillemets, le citoyen, un dommage assez fort. Autre élément, on dit toujours, qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, n'importe quelle firme peut rentrer sur le marché et concurrencer l'entreprise dominante. Donc on dit, l'entreprise dominante n'a pas intérêt d'abuser de sa situation, parce qu'elle sait que sa situation est précaire. Oui, mais imaginez. Vous êtes un producteur d'électricité et vous avez un parc de centrales nucléaires. Si cela vous chante, vous pouvez vendre votre électricité très cher. Et vous allez vous dire, personne ne va rentrer sur le marché. Le temps d'avoir les autorisations de faire un parc nucléaire, le temps de construire 36 nouveaux EPR, d'une certaine façon, vous n'aurez strictement que le risque. Vous aurez votre vie paisible pour les 40 ans qui viennent. En d'autres termes, si une entreprise fait 100% de part de marché, elle peut considérer, selon l'industrie, qu'elle est dans une position de vente très pérenne. Si elle fait 95% ou 90% de part de marché, elle peut se dire que là, la concurrence, elle existe déjà. Il y a déjà des firmes qui sont installées, qui n'ont peut-être pas les moyens à court terme de faire 100% du marché, mais les barrières à l'entrée sont moins fortes lorsque les concurrents sont déjà installés que lorsqu'ils sont à l'extérieur du marché. Donc maintenir, j'allais dire, même en vie artificielle, un certain nombre de concurrents, même moins efficaces à court terme, peut être un élément disciplinant pour le monopole, et surtout un instrument qui va permettre un peu de différencier. Dernier élément, mais qui est tout à fait convergent avec celui-ci, c'est que, d'une certaine façon, il y a des cas où la position dominante peut être irréversible. Prenez, je reprends Google, je suis désolé, c'est pour moi le syndrome, je vais dire le syndrome de Macron à nouveau. Voilà. C'est que, tout simplement, lorsqu'il y a des effets de réseau, lorsqu'en gros, une plateforme d'intermédiation est d'autant plus attractive qu'il y a d'autres utilisateurs qui l'utilisent, et bien plus il y a de monde sur une plateforme donnée, plus j'ai intérêt à la choisir. Donc cet effet est auto-renforçant. Donc dès lors qu'il y a un effet de réseau, il y a une polarisation vers le réseau le plus efficace. Imaginez ce qu'on a dans les réseaux de télécom. Si avec un téléphone d'Orange, on ne peut contacter que des abonnés d'Orange, si avec un téléphone, je ne sais pas, Leclerc Télécom, on ne peut contacter que les abonnés de Leclerc Télécom, en tant que consommateur, j'ai intérêt de prendre un téléphone Orange.
Donc il y a des fois des effets de réseau autorenforçants qui font que la position dominante s'alimente d'elle-même. Et donc là, il faut une intervention des règles de concurrence. Ceci dit, et là je vais être peut-être un peu rapide parce que je vous parle depuis longtemps, mais il n'est pas dit que le renforcement de cette concurrence n'ait pas d'effet adverse sur le consommateur. Et ça, je vais l'illustrer rapidement, j'espère, à partir de quelques illustrations sur la loi Macron. Alors, première idée, je prends deux exemples tout simples sur la loi Macron, c'est celui des professions juridiques réglementées. Prenons par exemple le cas des notaires. Les notaires font l'objet d'une réglementation en matière de liberté d'installation, une réglementation sur les tarifs, ainsi de suite. Ça pose un problème, j'allais dire, de compétitivité, alors pas simplement les notaires, je dirais l'ensemble des professions réglementées. Ça pose un problème de compétitivité pour notre économie. Parce qu'il y a des biens et des services qui sont exposés à la concurrence internationale, des biens et des services qui ne sont pas exposés à la concurrence internationale, et donc si les biens et les services qui ne sont pas exposés à cette concurrence voient leur prix augmenter, ben, ça réduit la compétitivité des secteurs exposés à la concurrence internationale. Parce que ces biens et ces services sont incorporés aux biens et services exportés. D'une certaine façon, si lorsque vous faites une transaction financière, ben, vous devez payer très cher un notaire, un avocat, ainsi de suite, ça sera répercuté fatalement sur les biens que vous allez exporter. Donc ça va réduire votre compétitivité à l'export. Donc plus les prix dans le secteur protégé sont poussés à la hausse, moins la compétitivité sur le secteur ouvert à la concurrence est élevée. Donc en gros, toutes les réglementations, un certain nombre de régulations, plutôt, je devrais dire ça comme ça, ont un effet sur la compétitivité française qui peut être considéré comme négatif. Autre élément qu'on pourrait mettre en évidence, c'est que de temps à autre, la régulation protège plus les régulés que les consommateurs. Donc là, c'est toujours cette théorie, je vais dire, des lobbies et des groupes de pression. Si une régulation protège un secteur d'activité, eh bien, les gains sont concentrés sur ce secteur d'activité, les coûts sont lissés sur l'ensemble de l'économie. Ce qui fait que lorsque vous voulez déréguler, fatalement, vous avez une opposition frontale des premiers concernés. Donc on pourrait se dire, c'est très simple, si on lève le numerus clausus, si on libéralise les tarifs, si on restreint, enfin on ouvre d'une certaine façon les capacités d'installation, eh bien les prix pourront baisser pour le plus grand avantage du consommateur. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas automatiquement le cas, et j'en prendrai trois exemples très très rapides. Premier exemple, il se peut que des notaires, des chauffeurs de taxi, enfin, un tas de représentants de différents secteurs d'activité aient fait des investissements sous l'empire de l'ancienne régulation. Si en tant que notaire, j'investis dans un office, c'est que je pensais avoir une sorte de monopole territorial qui me permettrait de compenser mon investissement. Si demain, un nouveau notaire s'installe librement face à chez moi, ben j'aurais concentré l'investissement et je ne le récupérerai jamais. Si je suis un chauffeur de taxi, que j'ai acheté mon enseigne, alors c'est pas le terme acheté, hein, c'est un droit de représentation qui a été monétisé, on pourra en reparler, mais juridiquement c'est pas si propre que ça, mais si j'ai acheté mon enseigne de taxi entre 200 et 400 000 euros, et si demain on permet à n'importe qui de rentrer sur le marché des taxis, eh bien cet investissement sera totalement perdu. D'où cette idée, il faut compenser éventuellement ceux qui ont déjà investi. Et une des dispositions de la loi Macron, c'est de dire lorsqu'un notaire va s'installer dans une zone où il y a déjà d'autres offices notariaux, eh bien, il va devoir indemniser les notaires installés. Alors, problème, si vous devez indemniser les notaires déjà installés, un, c'est une barrière à l'entrée, et deux, vous aurez aussi intérêt de vous entendre avec vos nouveaux collègues sur les prix. Vous n'allez pas non plus casser les prix après. Vous rentrez, vous investissez, vous payez d'une certaine façon le droit d'entrée, et puis vous faites une guerre des prix. Bref, c'est impossible. Le risque qu'il y a derrière, c'est un risque de collusion.
Autre problème, tout simple, parce que des fois, il y a des secteurs dans lesquels la réglementation, donc l'absence de concurrence, sert aussi de moyen de régulation de la qualité du service. Prenez par exemple les notaires ou un avocat, on ne sait pas exempter si un avocat est bon ou est mauvais, et on ne sait pas ex post s'il a bien travaillé ou pas. On ne consomme pas suffisamment de services de notaire et d'avocat dans notre vie pour pouvoir avoir une bonne appréhension de la qualité du service. Et on ne peut pas surtout se transférer des expériences d'un consommateur à l'autre, dès lors que tous les cas sont différents. À partir de là, ça veut dire que dès lors qu'une profession se protège par un numerus clausus, par un ordre, par des régulations spécifiques, ces régulations aussi permettent de maintenir la qualité du service. Si demain on fait sauter toute cette réglementation, mais il se peut qu'il y ait un alignement par le bas au niveau de la qualité du service. Donc on peut avoir des cas où la libéralisation d'une activité permet certes une baisse des prix, mais au prix d'un service dégradé. Enfin, dernier point, est-ce que la libéralisation d'une activité fait baisser les prix? Oui, mais à une condition. La condition, c'est qu'on fasse une hypothèse que plus il y a d'offreurs sur un marché donné, plus le prix baisse. Et ça, spontanément, c'est évident. Si je suis seul sur un marché, j'ai un prix de monopole. Si on est deux, on peut peut-être s'entendre. Si on est 4, 5, 6, c'est plus difficile, ainsi de suite. Si on est 2000, c'est la concurrence est parfaite. Donc on se dit, c'est clair, plus le nombre d'offreurs monte, plus le prix baisse. Spontanément, on a cette idée-là. Et dans les faits, on n'a jamais réussi à trouver cet effet. On s'aperçoit que d'une certaine façon, plus les entreprises ont du mal à joindre les deux bouts, moins elles vont se faire en concurrence. Et ensuite, de temps à autre, les entreprises, même si elles sont nombreuses sur un marché, pourront quand même s'entendre par des mécanismes de collusion tacite, par des associations professionnelles, par la publication de barèmes. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas parce qu'on a plus d'offreurs, plus de concurrence sur un marché qu'on a toujours une baisse des prix. Donc vous voyez, d'une certaine façon, les limitations, c'est les risques de collusion, le problème d'indemnisation des professionnels déjà installés, les effets adverses sur les qualités, et après ce phénomène qui fait qu'on n'est pas certain que plus on augmente l'offre, plus le prix baisse dans les faits. Voilà à peu près, très rapidement, enfin, pas très rapidement malheureusement, je pense qu'on va déborder. Voilà quelques points que je voulais vous présenter, et là je suis tout à fait disponible pour en discuter avec vous, pour des questions plus précises. Sur la loi Macron, parce qu'il y a environ 99 articles dont je n'ai pas parlé, ou globalement sur ces questions de concurrence. Merci.